Donc merci déjà pour votre présence en ce début d'année 2025. Donc vous êtes un certain nombre à avoir répondu à cette invitation, mais la liste des absents est très longue. Alors je ne vais pas énumérer tous les excusés, il y en a beaucoup. Certains sont retenus par d'autres obligations, j'en parlerai tout à l'heure, notamment pour Sabine. Mais je pense aussi à Jean-Luc Gibelin, le vice-président de la région, qui aujourd'hui a une initiative sur la ligne Alès-Bessèges. Alors ce n'est pas nous qui avons défendu et défendons toujours la rive droite du Rhône, qui allons lui reprocher d'aller soutenir les partisans du train Cévenol. Voilà, donc il y a d'autres absents, qu'ils soient excusés, je ne vais pas les énumérer. Donc selon l'usage, il me revient donc en qualité de secrétaire de la section du PCF Gare-Rhodanien de prendre la parole pour vous tous et évoquer 2025. Toutefois, avant d'appréhender la nouvelle année, autorisez-moi à regarder dans le rétroviseur de l'année écoulée. Une occasion d'avoir une pensée émue pour tous les camarades trop nombreux qui nous ont quittés récemment. On en a pas mal eu malheureusement dans les dernières semaines. Chacun à leur façon, ils ont été des éléments importants de notre territoire. Faire un bilan de 2024, c'est bien entendu regarder l'état du monde. Les guerres qui s'éternisent en Ukraine, en Palestine. Alors ayons un espoir dans la trêve qui doit démarrer normalement demain, mais voilà, on croise les doigts. Un dictateur est tombé en Syrie, mais on craint que ce soit au bénéfice des islamistes. Un nouveau président aux États-Unis, dont on connaît déjà malheureusement la philosophie, les principes et la dangerosité. Et des catastrophes liées au dérèglement climatique ont touché durement des points du globe. La région de Valencia, pour des inondations terribles, un cyclone dramatique à Mayotte et des incendies dantesques en Amazonie et récemment en Californie. Tout cela dans le contexte des 10 ans des attentats contre Charlie, premier d'une série qui a été longue dans cette décennie. Rien qui peut nous enthousiasmer. 2024, ça a été aussi les Jeux Olympiques et l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Alors quel est le point commun de ces deux événements? C'est le fait d'avoir été financé notamment par de l'argent privé. Preuve, s'il en fallait une, qu'il y a bien de l'argent. On nous serine toute la journée qu'il faut faire des économies, mais il faut contrer cette injonction. Les capitalistes ont ouvert leur porte-monnaie pour les Jeux, pour Notre-Dame, sans doute ils veulent gagner leur paradis, mais aussi il y a plein d'autres exemples. La famille Arnaud, par exemple, vous connaissez la famille Arnaud, très célèbre et richissime famille. Elle vient d'acheter un club de foot à Paris, le Paris FC. La famille Pinault, qui possède un autre club de foot à Rennes, vient d'acheter notamment 2 joueurs pendant le mercato d'hiver. Alors pour les non-spécialistes, Seko Fofana touchera par mois 700 000 euros. 700 000 euros, c'est 1000 fois le RSA. L'autre joueur, il ne touchera que 500 000 euros par mois. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a de l'argent, il y en a, mais il est mal réparti. J'évoquais à l'instant l'élection de Donald Trump. Tous les géants de la nouvelle technologie lui mangent dans la main. Ils ont versé de l'argent pour sa campagne et continuent à soutenir son investiture financièrement. Alors je ne donne pas leur nom, mais vous les reconnaissez, les Apple, Meta, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon et compagnie. Comme toujours dans l'histoire, ils ont fait le choix idéologique de l'extrême droite et de la finance. Ces entreprises ont pignon sur rue en France. Taxons-les et nous aurons de quoi financer une politique sociale, car l'enjeu est bien là. En ce début d'année, on fait surtout des vœux de santé. Moi, chaque fois que je croise des gens, on est la santé, bon, normal, c'est l'usage. Et on voit bien qu'actuellement, c'est une question préoccupante. Excusez-moi de me servir de mon cas personnel pour illustrer cette question. J'avais besoin, mais beaucoup d'entre vous le savent, j'avais besoin depuis de nombreux mois de subir une intervention chirurgicale et je l'avais programmée à la fin de l'année scolaire pour ne pas handicaper mes élèves donc dans leur scolarité. Bon fonctionnaire, oui. Mais je n'avais pas anticipé la dissolution et les législatives. Je pense que je n'étais pas le seul. Bon, voilà. On m'a opéré selon la formule dite en ambulatoire. Voilà. C'est-à-dire que j'étais censé sortir le soir même de l'hôpital. On m'a opéré en fin de matinée, en milieu d'après-midi, on m'a prié de laisser mon lit. J'en étais incapable. Il a fallu que je bataille avec le chirurgien, et j'ai donc passé la nuit à l'hôpital, et je suis rentré à grand-peine, ma femme ici présente en est le témoin, le lendemain. Pourquoi fait-on ces opérations en ambulatoire? Pour une seule raison, faire des économies, et pour rien d'autre. Peu importe si vous vous sentez faible, allez hop, à la maison. Donc j'ai été très bien opéré à l'hôpital de Bagnoles. 6 mois après, je me porte comme un charme. Mais on a bien compris que la partie comptable a pris le pas sur la partie médicale. On le voit ces jours-ci encore avec les hôpitaux français, dont Bagnoles,
qui sont engorgés par l'épidémie de grippe. C'est si réaliste. Ce n'est qu'une grippe, il y en a une tous les ans. Donc c'est bien la preuve que le fonctionnement est trop fragile. Et je ne vous parle pas du temps d'attente aux urgences. Encore ces jours-ci, les médias faisaient écho d'un décès d'une personne qui a passé 30 heures sur un brancard dans un hôpital français. Et ceci dans la 7e puissance mondiale. On n'est pas un pays du tiers-monde, donc c'est scandaleux. Je viens d'évoquer l'hôpital public, mais que dire de la médecine de ville? Je suis interpellé régulièrement par des gens du Garaudanier qui me demandent si je ne connais pas un généraliste parce qu'ils n'ont plus de médecins traitants. C'est un sujet majeur. J'évoquais en introduction la disparition de nos camarades, mais comme vous le savez, Alain Lavalgili est décédé au mois de décembre. Une semaine avant sa mort, nous étions ensemble. Il m'a fait part de ses soucis de santé, mais de son impossibilité de consulter un médecin puisque le sien était parti sans être remplacé. J'ai vu Alexandre tout à l'heure, il connaît bien le dossier puisque c'est dans son village que ça s'est passé. Quelques jours plus tard, son état s'est aggravé, il a été hospitalisé trop tard et il est mort 48 heures après son hospitalisation. Je ne suis pas médecin, contrairement à Alexandre, mais je reste convaincu que Alain est mort parce qu'il n'a pas eu les soins dont il avait besoin à temps. Combien de personnes en France n'ont plus de médecin traitant et n'ont plus de suivi médical de qualité? Et je ne parle même pas d'accéder à un médecin spécialiste. À notre époque, on pourrait faire, notamment grâce à l'intelligence artificielle, de la médecine préventive et prédictive, c'est-à-dire anticiper la maladie avant qu'elle ne s'installe. Mais non, dans la 7e puissance mondiale, on fait encore seulement de la médecine curative, et on le fait moins bien qu'il y a 10 ans, car nombre de patients n'ont pas de médecin traitant. Sommes-nous toujours un pays développé? J'ai été candidat pour la première fois en 1995 à l'Odin, donc ça fera 30 ans au mois de mars. 30 ans qui me semble à moi une éternité. Je suis dans ma 4e décennie de mon engagement au parti. En 1995, alors je devais être plus jeune, mais j'avais une forme de confiance en l'avenir et une espérance sur le futur. Et j'ai pris conscience que notre pays était en train de s'écrouler au moment des inondations de 2002 et 2003. Certains se souviennent, le pont de l'Ardoise sur la Tave avait été emporté, le hameau de l'Ardoise était sous l'eau, sans que l'on arrive à évacuer l'eau de cette cuvette. Tu te rappelles, hein? Il a fallu 8 jours et il a fallu que ce soit les pompiers allemands, parce que les Français n'étaient pas équipés pour pouvoir le faire. Je ne mens pas, je te rappelle. D'accord. Devant l'écroulement en quelques heures de nos installations humaines, j'ai commencé à comprendre. Et ça s'est confirmé quelques mois plus tard, toujours la même année de 2003, en août, il y a eu la canicule, et on se souvient tous des décès et encore des encombrements d'hôpitaux. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la faiblesse de nos structures. Mais croyez-vous qu'en 30 ans, les différents gouvernements aient pris les décisions politiques pour renforcer notre État, nos services publics? Non, au contraire, la casse s'est poursuivie. Donc c'est un tableau bien noir que je vous dresse. Hein, il faut pourtant ouvrir des pistes d'espérance, parce que sinon, en début d'année, si on fait des vœux et qu'on n'a pas d'espérance, voilà. Donc 2024 a été le 80e anniversaire de la libération de la France en 1944. En février dernier, Missak et Méliné Manouchian sont rentrés au Panthéon. Un moment important qui n'était que justice pour celles et ceux qui s'étaient engagés contre le nazisme et qui a montré que le Parti communiste a une histoire noble et exemplaire dont nous n'avons pas à rougir. Parfois, certains de mes interlocuteurs me disent « Ah, vous êtes bien les communistes, mais vous devriez changer de nom. » Je pense le contraire. Changer de nom, c'est sous-entendre que ce qui se passe dans la boutique, c'est pas très reluisant. Regardez la droite. UDR, RPF, RPR, UDF, UDI, UMP, LR, régulièrement, elles se rebaptisent. Pour faire oublier quoi? Ces casseroles. Voilà. Je disais tout à l'heure la honte de voir un président des USA avec un dossier judiciaire chargé. Mais que dire de Sarkozy, qui en est à son 5e procès? 1944 a vu la mise en place du Conseil national de la résistance, le fameux CNR, créé dans la clandestinité en 1943. Dans un pays épuisé par l'occupation et la guerre, dans un État en partie détruit, on a été capable de faire des avancées sociales d'envergure, comme la sécurité sociale. Faisons le lien avec ce que je viens de dire. À la Libération, on peut financer la sécurité sociale, et aujourd'hui, dans notre monde actuel, ce serait plus possible. Mais qui peut croire de telles âneries? Alors soyons ambitieux pour exiger un vrai plan pour la santé, la sécurité sociale, mais aussi les retraites, j'en parlerai, mais n'attendons pas.
Le nouveau Front populaire préconise des mesures pour réparer l'hôpital public et l'accès aux soins de proximité. Il y a actuellement 2 propositions de loi portées par les élus du NFP. Une visant à instaurer un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé doit être examinée le 23 janvier, c'est-à-dire dans 5 jours, à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la niche parlementaire du Parti socialiste. Il y a aussi une autre proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux, je l'ai évoqué à l'instant, qui s'attaque notamment à la liberté d'installation des médecins. Cette proposition de loi a été signée par 237 députés de tous bords, sauf du RN et de l'UDR, le groupe d'Éric Ciotti. Ce texte a été déposé début décembre à l'Assemblée, mais il n'a pour l'heure pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, même dans les difficultés les plus grandes, il y a des perspectives. Je me fais le relais donc aujourd'hui de ces 2 initiatives, donc celle de la semaine prochaine et puis celle qu'il faudra exiger qu'elle vienne à l'ordre du jour. Mais il y a besoin d'une mobilisation citoyenne, notamment pour défendre notre système de santé et notre hôpital public. Les cures d'austérité de notre système de santé public font peut-être faire des économies financières, mais elles tuent des malades. Donc stop à cette casse. On vient de voir que le RN n'est pas dans cette lutte. C'est pas une surprise. C'est une nouvelle preuve que celles et ceux qui votent pour eux se trompent complètement. Les députés de la 3e et de la 4e circonscription, puisque notre section est à cheval sur ces 2 circonscriptions, ne portent en aucun moment ces revendications. On les savait inutiles, on en a une nouvelle démonstration, la énième. Consolidons et modernisons les conquis sociaux que nos illustres prédécesseurs ont su construire. Dans ces résistants héroïques de cette période, il y avait Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut qui nous a quittés à 100 ans le 6 novembre dernier. Des élèves, avec leurs professeurs, ont travaillé sur la résistance au collège du Bosquet, à Bagnols, et l'idée leur est venue de demander ce que le collège porte le nom de Madeleine Riffaut. Pendant l'année scolaire, on m'a sollicité pour demander une petite aide à ce travail, notamment l'obtention de photos libres de droit de Madeleine jeune. Et je profite aujourd'hui de cette prise de parole pour dire au département, il y a un conseiller, donc, je veux dire cantonal, c'est ce qu'on disait avant, départemental, pour dire qu'il faut réaliser cette dénomination au plus tôt. Parce que les élèves qui ont travaillé sur ce sujet ne seront plus élèves de ce collège l'année prochaine, car ils seront lycéens, et qu'il serait bon qu'ils voient le fruit de leur travail. Les Manouchians au Panthéon, Madeleine Riffaut qui donnerait son nom à un collège bagnolais, tout ceci s'inscrit dans une logique et une reconnaissance de l'apport communiste à la résistance. On a dit que 2024 marquait le 80e anniversaire de la Libération, mais 2025 marquera le 8 mai prochain la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Mais avant cette date, il y aura l'anniversaire de la libération des camps de la mort. La semaine prochaine, ça sera le 80e anniversaire de la libération de Auschwitz. Il y a un communiste bagnolais qui est revenu vivant de l'enfer de Dachau, c'est Damien Ruiz. En 2014, au moment du 70e anniversaire de la Libération, avec les enfants de Damien Ruiz, nous avions contribué à le faire sortir de l'oubli. 11 années se sont passées. Puisqu'il semble qu'il y ait aujourd'hui unanimité sur cette question, il faut qu'en 2025, pour les 80 ans de la libération des camps, la place Damien Ruiz soit inaugurée à Bagnols. Une proposition a été faite pour la place devant la gare. On sait pourquoi. Les déportés sont partis en train. Les communistes sont battus pour le retour du train dans le Garaud-Daniens. Donc tout cela fait sens. Je profite, puisqu'on parle du train, au passage pour évoquer les PEM, hein, les pôles d'échange multimodaux. Donc les pôles d'échange multimodaux du Garaud-Daniens n'ont toujours pas été inaugurés. Ni celui de Pont-Saint-Esprit, ni celui de Bagnols. Chacun aura remarqué que la ligne a été inaugurée en août 2022 et que les PEM n'ont abouti qu'en fin 2024. On a bien ici la preuve que l'agglomération, quoi qu'elle dise aujourd'hui, ne voulait pas de cette réouverture. Ils ont pris le train en marche. Vous avez compris la blague, hein, voilà. Et les PEM sont enfin terminés, donc il faut les inaugurer. Qu'attendons-nous? Vous savez que les communistes n'ont pas été entendus pour celui de Bagnols. La commune et l'agglomération a fait sans concertation, sans même entendre l'association dont l'objet unique est la ligne de la rive droite. Résultat, catastrophe, la municipalité a revendu la maison du chef de gare, qui est en fait la maison du chef de district, à la jardinerie Coulanges. Et la mairie n'a pas voulu faire l'acquisition des délaissés de la SNCF et a donné l'information à Aldi qui vient d'ouvrir un magasin. Du coup, le parking se trouve de l'autre côté de la voie, c'est-à-dire c'est un non-sens. Ben bon, mais en tout cas, il existe. Voilà.
Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais un jour, un employé de la jardinerie Coulage finira par se faire accrocher par un véhicule à force de traverser toute la journée la route. De même, la sortie actuelle du magasin Aldi est très dangereuse. Bref, une mauvaise gestion de ce dossier par la municipalité et l'agglomération, notamment parce qu'ils ne nous ont pas écoutés et qu'ils n'ont pas écouté non plus l'association dédiée au TER. En tout cas, ils sont là, les PEM existent, il convient complètement maintenant de les inaugurer, il faut le faire. Je ne comprends pas cet attentisme. Si on veut développer la voie, il faut bien en faire la promotion et inaugurer les PEM. Voilà. En même temps, en donnant le nom de Damien-Ruiz à la place. Cette réouverture anticipée, même si elle ne donne pas entièrement satisfaction dans les horaires et la fréquence des trains, a le mérite d'exister. La situation ne pourra que s'améliorer avec les ouvertures des autres gares dans les années à venir, l'Ardoise, Rocamore, Villeneuve, etc. Et sans doute avec un autre gouvernement, si possible de gauche, qui donnera plus de moyens à la SNCF pour fonctionner et des dotations aux régions et à toutes les collectivités d'ailleurs. Le dimanche 27 avril 2025, c'est-à-dire c'est dans 3 mois, sera la journée nationale du souvenir de la déportation. Le moment idéal pour honorer la mémoire de notre camarade Damien Ruiz, revenu, et pour inaugurer les travaux du PEM de Bagnols. À bon entendeur, salut. Quant à Pont-Saint-Esprit, là aussi, une inauguration du PEM s'impose. Vous le voyez, donc nous avons une vision critique, mais dans le même temps, nous sommes force de proposition et de réalisation. Sans les communistes, il n'y aurait pas de train à Bagnols. Nous ne sommes pas des opposants systématiques, mais nous avons une ligne politique qui nous permet d'avoir des idées. Je parlais à l'instant de Pont-Saint-Esprit, je ne suis pas spiripontain, mais en qualité responsable du Garaud-Danien, Pont-Saint-Esprit fait partie de notre territoire d'activité, donc je m'autorise à revenir sur la situation spiripontaine. On vient de voir arriver une nouvelle équipe municipale. Le dégagisme qui s'est exercé n'a certes pas vu la victoire du RN, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, depuis, le groupe RN se déchire dans la ville. Mais la victoire d'une équipe qui cachait ses intentions et notamment son orientation politique. Si vous vous souvenez bien, on a appris que le soir du dépouillement que la tête de liste était le représentant local du parti Horizon d'Édouard Philippe. Donc les électeurs ont été floués, car on leur a vendu de l'apolitisme. Au passage, l'apolitisme, ça n'existe pas. Voilà. Et si vous m'autorisez un jugement après plusieurs mois de la nouvelle équipe municipale, je pense ne l'avoir jamais vu un début de mandat aussi chaotique. Les affaires de la gendarmerie, l'abandon du projet de collège. Quand vous savez, moi je suis enseignant, quand on réclame un collège et que une municipalité se permet de le refuser, c'est surréaliste, quoi. Plus les histoires récentes des médecins, je crois qu'ils se sont pris les pieds dans tous les dossiers. Bon, ça sera le tacle à Pont-Saint-Esprit. En tout cas, s'il en fallait une preuve de plus, il faut la boussole des partis politiques, parce que voilà, on a des équipes qui arrivent, ils croient bien faire, ils font n'importe quoi, c'est comme ça. Je reviens à Bagnols. On a vu que le RN n'apporte rien au niveau national. On a vu sur les lois qui ne proposent pas, ou enfin celles qui ne soutiennent pas. Il n'est pas plus actif au niveau de l'agglo ou de la commune. La députée Borde, qui devrait siéger au conseil municipal de Bagnols et à l'agglo, n'y participe pas. On saura lui rappeler si elle veut se représenter au municipal de 2026. Quant à ses colistiers, ils n'ont rien apporté de positif dans le conseil et ont voté les dossiers les plus critiques avec la majorité municipale actuelle. J'y reviendrai dans un moment. Quant à la majorité municipale, elle est aux abois. Et M. Chapelet, qui le sent très bien, a eu beau s'accrocher à Carole Delga comme une moule à un rocher lors de l'inauguration de la nouvelle pyramide, ni lui ni M. Ray ne sont porteurs d'idées de gauche. Je suis méchant, hein, ouais. C'était tellement vrai, c'était tellement pathétique, voilà. Quand on est soutien de Macron, on ne peut pas se plaindre que les dotations des communes baissent, que les services publics soient sacrifiés, que les politiques ne soient pas favorables au territoire. C'est trop facile d'être soutien de Macron à Paris et de jouer une autre partition quand on est dans le Garaud-Danien. Moi, j'ai connu ça dans mes jeunes temps de militant. Baumé, il faisait très bien ça, il était parlementaire, et puis quand il est arrivé à Pont-Saint-Esprit, il expliquait que bon, c'était pas sa faute, etc., etc. On est là dans la même configuration. Rappelez-vous quand M. Chapelet avait osé venir à une manifestation pour les retraites à Bagnols. Ce jour-là, il n'avait pas été sourd, il n'est pas resté très longtemps. Voilà. On ne peut pas soutenir la loi qui remet en question la retraite et puis venir manifester pour faire croire qu'on est avec nous. Trop facile, les doubles discours. Sur le dossier de la mosquée, il y a eu double discours. D'abord, il y a eu complaisance. Donc, mes amis musulmans, on vous passe la pommade. Et puis un jour, paf, fermeté,
revirement de politique. Chapelet est alors sur les thèses de Darmanin et Le Pen. Je l'ai dit au début de cette intervention, il y a 10 ans, c'était le massacre de Charlie. Nous étions tous dans la rue. On a remis il n'y a pas longtemps une vidéo sur Facebook qui montrait cette manifestation à Bagnoles qui était énorme. Hein. Quand on ne sait pas combien il y a de manifestants, hein, la presse écrit toujours 7000. Hein, voilà, donc il y avait 7000 personnes. Bon. Nous étions Charlie, nous sommes toujours Charlie. Certains des morts de Charlie étaient des camarades au sens que nous lions nous. Wolinski, par exemple, hein, il y a des dessins qui ont participé à notre formation militante. Hein, celui qui s'appelle « Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière hein, », on le ressort souvent. Ou bien celui qui explique la différence entre socialistes et communistes, ceux qui ne la connaissent pas, je le raconterai tout à l'heure en aparté. Charb aussi était des nôtres. Sigolène Vincent, qui est une des rescapées du massacre, est aujourd'hui élue communiste à la mairie de Martigues. Donc il n'y a pas et il n'y aura pas d'ambiguïté sur cette question. Toutefois, dans le dossier de la mosquée de Bagnoles, est-il souhaitable de la fermer et de renvoyer les fidèles à des prières clandestines dans les caves? Voilà. Laïque je suis, et je le reste, mais faisons attention que tous les habitants du territoire vivent en harmonie. N'ostracisons personne, ça pourrait se retourner contre nous. Vous avez vu que le jugement a été reporté au 5 février. Bon, il y a des questions et il y a une responsabilité assez forte de la mairie qui n'avait pas de convention hein, jusqu'à maintenant, qui ne réclamait pas les loyers. Je ne reviens pas sur le dossier. Tout le monde ne vit pas les mêmes réalités et ceux qui sont installés depuis 3 mandats dans les fauteuils municipaux ne comprennent pas ou ne veulent pas voir la vie de certains de leurs concitoyens. Entre Noël et le jour de l'an, j'ai été interpellé par les habitants de la tour G1 aux Escanaux, qui se trouvaient sans ascenseur ni chauffage et dans les déchets. Alors d'accord, cette tour va disparaître, on propose certains relogements aux locataires, mais laisser pourrir volontairement la situation pour les forcer à partir au moment des fêtes, c'est quand même scandaleux. Hein. Le numéro d'astreinte ne répondait pas, c'est assez inhumain. Alors on peut se gargariser sur le dossier de la rue, mais messieurs les élus, ayez l'humilité hein, de voir la dégradation des quartiers populaires qu'il faut traiter avec humanité. On peut bien fanfaronner en disant, je cite encore M. Chapelet, quand j'ouvre mes fenêtres, je vois au loin des grues qui montrent que Bagnoles est en chantier. Voilà. Mais la réalité, elle est un peu moins reluisante. D'abord, Bagnoles, c'est la pauvreté. Ce sont les dealers aux Escanaux et à la Citadelle. Ce sont les déchets avec la magnifique gestion de la taxe incitative. Voilà. Ce sont les magasins fermés, y compris des pharmacies. Voilà. C'est le trou béant hein, des Escanaux avec l'ancien site Monoprix Intermarché. Voilà. C'est simple. Quand j'entends parler le maire ou le président de l'Agléo, je n'ai pas l'impression de vivre dans le même espace qu'eux. Eux, ils ont une autre vision. Et puis, preuve qu'ils ne sont pas de gauche, ils favorisent toujours les intérêts privés aux intérêts collectifs. Alors, on se souvient de l'affaire de PER-CEN Seine-Campagne. Ceux qui ne se rappellent pas, c'était le pôle d'excellence numérique qui devait être installé à Cornillon, qui était un dossier porté par l'Aglo. Alors, on en a peu parlé, mais cet été a eu lieu un procès. Et l'individu que les élus de l'Aglo avaient favorisé a comparu. Il y aura d'ailleurs un appel, puisque ce n'était pas tout à fait clair leur histoire. Mais le regret, c'est qu'il était seul sur le banc des prévenus. Les élus n'y étaient pas. On aurait aimé avoir des explications pour la perte des 650 000 € que ça a coûté aux contribuables. Est-ce que c'est de la complicité? Est-ce que c'est de l'incompétence? Le saura-t-on jamais. En tout cas, normalement, ça aurait dû ne pas autoriser la poursuite de leur mandat. Si je pompe 650 000 €, d'abord on ne les a pas, mais vous me feriez le reproche et vous auriez raison. Voilà. Donc cela ne les a pourtant pas freinés à l'Aglo. Quelle est l'affaire en cours aujourd'hui? Le domaine de, alors je ne sais pas s'il faut dire Brest, moi je dis Brest, mais bon, il y en a qui disent Bray, entre Verfeil et Goudargues. Comment peut-on faire travailler les services avec des employés d'une collectivité, les élus, sur un dossier qui est pourtant très simple? Des constructions qui sont bâties dans l'illégalité et qui devraient être purement et simplement être détruites. Depuis des mois, l'agglomération cherche à trouver une issue favorable à cette situation, en faisant croire qu'il y a un projet d'un intérêt général. Voilà. L'affaire Seine-Campagne aurait pu servir de leçon. Vous connaissez tous la fable, hein, le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on n'y reprendrait plus. Mais non, là, malgré l'opposition des riverains, de certains élus lucides, quelques élus de la direction de l'agglo tentent de passer en force.
Aujourd'hui, moi j'entends, je ne sais pas si c'est confirmé, mais qu'on va inviter les élus sur le domaine pour leur faire visiter, parce qu'ils n'ont peut-être pas tout compris. Sans doute qu'on va les faire manger et boire, afin de les amadouer, pour qu'ils soutiennent le dossier. Voilà. Moi j'aimerais comprendre, quelle est la motivation des élus qui portent à bras le corps ce dossier, à favoriser un intérêt privé? J'ai une petite idée sur la question, mais je ne peux pas le dire. Voilà. Toujours les intérêts privés. À Bagnols, le dossier des Halles. Alors, privilège de l'âge, comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu cet endroit comme étant le cinéma, le club, puis un troc, mais surtout dans les dernières années, une friche commerciale. Là encore, la commune se porte garante pour un dossier privé que les gens avisés avaient déjà identifié comme un futur flop. La municipalité a multiplié les aides directes ou indirectes, la signalétique, l'animation, on a détourné la fête votive, on a fait des animations devant pour qu'ils en profitent bien, il y a eu diverses interventions. Malgré tout, au bout de quelques mois, patatras, c'est terminé. Alors aujourd'hui, après un réveillon qui n'a semble-t-il pas abouti au Halles, ce lieu devrait servir d'un lieu pour le week-end, je crois, le week-end d'après, un salon de l'habitat. Bref, ce projet vit ses derniers soubresauts avant une faillite définitive. Combien cela coûtera-t-il aux contribuables garants? Alors on nous dit que, dans le cas le plus grave, on récupérera au pire le local, mais que faire d'une friche commerciale qui n'avait pas de destination depuis des années? Voilà. Et pourquoi n'y avait-il pas de convention? Tout ça, ça interroge, et c'est toujours les soutiens à des privés. Voilà. Des petits malins qui se disent entrepreneurs, ceux-là, ils sont prêts pour un voyage à Dubaï, hein, le paradis des trafiquants de drogue, des escrocs financiers, des blanchisseurs d'argent, des influenceurs, etc., la crypto-monnaie, bon, tout ça. Et ceux qui travaillent honnêtement, comme nous, on n'aura qu'à éponger. Voilà. Mais pourquoi, diable, les élus se compromettent avec eux? On peut que poser des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on favorise des amis? Bon, on a déjà vu hein, le projet Bagnols-Plage. Voilà. On a privatisé le parc Grimbaud. Et au passage, on a supprimé le festival reggae qui s'y tenait dessus pour une activité à capitaux privés. Alors, merci pour les restaurateurs du centre-ville qui voient les consommateurs les fuir, en restant au bord de la 16, et le reste des commerçants qui ont perdu au passage la clientèle des festivaliers qui passaient parfois une semaine ou plus sur le territoire. Voilà, vraiment, donc nous autres communistes, on ne voit pas les choses avec les mêmes lunettes que l'équipe Chapelet, Ray, je rajoute Talon, qui n'est pas un élu, mais dont on sait bien qu'il a un rôle très important. Il convient donc de changer d'air. On l'a dit à plusieurs reprises, le RN n'est pas l'alternative. Même si Julien Sanchez, qui est chargé pour le RN de s'occuper des élections municipales de 2026, au passage, là, il va voir l'élection de Trump, bravo, et qui dit que Post Saint-Esprit et Bagnols sont des objectifs pour le RN, on connaît, nous, la réalité du terrain. On a vu à Pont que le candidat, il avait encore du lait qui coulait de son nez et que, bon, il ne tenait pas la route, que la liste non plus. Et à Bagnols, mis à part Madame Borne, il n'y a personne. On sait que le FN et le RN, c'est une affaire de famille. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Le Pen, mais à Bagnols, c'est pareil. L'assistante parlementaire d'un board n'est autre que sa propre sœur. Voilà. Une affaire de famille, je vous dis. Voilà. Donc, la composition d'une liste d'une trentaine de noms est une affaire sérieuse pour les municipales. La haine des autres comme programme et comme moteur, pour certains, ce sera très faiblard pour ambitionner de siéger sérieusement au conseil municipal ou à l'agglo. On le voit déjà actuellement dans le groupe d'opposition. Alors, nous avons vécu il y a 6 mois des législatives, avec la candidature donc, pour le NPF de Sabine Oromy et de Vincent Poutier. Alors, ils sont absents, je le disais tout à l'heure. Alors, Sabine, elle est aujourd'hui aux côtés de Vincent Bouget, à Nîmes, le futur maire de Nîmes, donc elle travaille bien, c'est très bien. Et Vincent, lui, il est excusé parce qu'il participe, vous savez, aux centres sociaux et qu'il a un congrès actuellement, donc ils sont excusés et ils sont représentés tous les deux. Leur candidature est passée devant celle du camp Macron, qui était représenté par M. Baume, alors que nous étions 3e en 2022. Christian Baume, représentant d'Horizon, vous savez, ceux qui sont pour la retraite à 67 ans. Hein, d'accord ? Voilà. Il appartient à la municipalité Chapelet-Ray. Donc je ne vais pas envisager une éventuelle nouvelle dissolution avec Macron, parce qu'on ne peut rien prévoir avec lui. Hein. Il a annoncé dans ses vœux un référendum, sauf que si vous avez bien écouté les vœux des années précédentes, il en annonçait un à peu près tous les ans. Il n'en a jamais fait, donc on ne va pas supputer. Voilà. On s'est organisé en quelques jours la dernière fois, quand il y a eu dissolution, même si on était surpris. S'il faut le refaire, on le refera. Alors, je ne l'ai pas dit publiquement, je profite aujourd'hui qu'on est là et qu'il y a la presse. Le compte de campagne de Sabine et de Vincent a été validé
C'est ce qui est une très bonne nouvelle. Hein. Donc, il faut féliciter Marielle, ici présente, puisque c'était elle qui était la mandataire financière. Hein, donc, parce que ça, ce travail de l'ombre, invisible, hein, on ne s'en rend pas compte, mais il est là. Et donc, il y a eu tout ce travail. Si tout à l'heure on boit aussi et on mange, c'est grâce à elle aussi. Donc, tout le monde est important, on peut l'applaudir. Ouais, voilà. Donc, je ne reviens pas sur les législatives, on ne sait pas s'il y en aura, je ne reviens pas. Ce qui est sûr, par contre, il y a une échéance qui sera là, ça sera en 2026, les municipales. Donc, l'expérience de l'Union des législatives a démontré que nous pouvons gagner. Nous étions second, voilà, on peut gagner. Il faut toutefois plusieurs conditions. La première, c'est l'unité du camp de la gauche. Ne refaisons pas les erreurs du passé. Donc, j'appelle solennellement aujourd'hui à l'union et à ne plus repartir avec des listes aux contours idéologiques flous. La dernière fois, hein, les listes citoyennes, etc., on a vu que ça a donné à la fin. Donc, le cadre des partis politiques est une assise claire, même si, bien sûr, tous les candidats ne seront pas forcément des militants des différents partis. Quand il y a plus de 30 noms, voilà, on accepte aussi, et c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient, on va dire, société civile, comme on le dit souvent. Mais en tout cas, au niveau du PCF, nous serons dans les semaines et les mois à venir, comme toujours, des artisans de l'union de la gauche, avec comme objectif l'intérêt général et non les ambitions personnelles ou individuelles d'un tel ou d'un tel. Ça, c'est la première condition, être unis. Deuxième condition pour gagner, il faut un programme sérieux. Il ne suffit pas de dire Yaka ou Faucon et qu'avancer qu'avec une nouvelle équipe, ça irait forcément mieux. On le sait, les dotations sont en baisse. D'ailleurs, merci l'équipe Macron. Et ceux qui promettent aujourd'hui tout et n'importe quoi sont des menteurs et ne sont pas crédibles. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le détail d'un programme pour les municipales. D'abord, c'est trop tôt, puis ce serait trop long. Mais il faut rappeler quand même qu'il faut surtout des projets structurants pour le territoire. Nous, communistes, nous avons su démontrer, avec la réouverture de la rive droite, que l'aménagement du territoire, nous en avions une vision et une réflexion. Donc il faudra poursuivre l'ouverture aux autres gares du Garaudannien, donc l'Ardoise, Roquemaure, Villeneuve, Romoulin, Marguerite, etc. Et améliorer bien sûr le fonctionnement de la ligne. Voilà. Autre point du programme, je ne vais pas insister aussi sur le volet culturel, mais évidemment le projet du musée est déterminant pour l'attractivité de la ville. Et le changement de son image. Regardez l'image de la ville de Bagnoles aujourd'hui. Il suffisait de regarder les journaux télévisés cette semaine. Voilà, les dealers, la drogue, le machin, voilà. Il est important de construire une nouvelle image à notre ville. Et ça passe notamment par la culture. Je n'ai pas ma casquette aujourd'hui, Albert André, je la laisse de côté, je suis dans un autre rôle. Je reste sur les projets d'aménagement du territoire. Dans les échecs de l'équipe sortante de l'agglomération, il y a eu le projet L'Ardoise Écofret, puis le projet qui l'a remplacé, sur lequel nous ne pleurons pas, à savoir la plateforme logistique Jiffy. L'Ardoise est un site qui permet à la fois d'être un lieu de transport ferroviaire et un transport fluvial. C'est donc un lieu majeur de notre territoire. Alors qu'on a voulu gêner les habitants de l'Ardoise avec du fret routier, avec la plateforme logistique Jiffy, il convient d'explorer le développement du port et de la gare ferroviaire autour de la multimodalité. Il y a 30 ans, personne ne croyait à l'avenir du train dans le Garaudannien. Sans la pugnacité de Laurette, qui nous a tous entraînés, il n'y aurait rien. Aujourd'hui, nos politiques manquent de vision. Le port de l'Ardoise a de l'avenir. Idéalement placé à mi-distance entre Lyon et Marseille, nous devons tous comprendre qu'il a un rôle à jouer. Alors, est-ce un vœu pieux? Non, et je vous le démontre. La société CMA-CGM, qui est un armateur de porte-conteneurs célèbre, très riche de Marseille, si vous les connaissez, ils ont même pris, je crois, le journal de la Provence, vient d'être nouveau concessionnaire des terminaux à conteneurs du port de Lyon. Voilà. La CMA-CGM vient d'annoncer qu'ils allaient investir 40 millions d'euros sur le port de Lyon. Ce n'est pas une entreprise du secteur public. S'ils mettent 40 millions d'euros dans les dépenses, ce n'est pas des philanthropes, s'ils comptent bien dans les années à venir en dégager un bénéfice. Donc ne soyons pas naïfs. L'objectif raisonnable, moi je ne lis que les documents internes à la CMA-CGM, est le doublement du fret d'ici 2032. Donc 2032, on est en 2025, c'est 7 ans, c'est très, très court terme. Donc premier indice. Deuxième indice, dans le même temps, Christophe Castaner, vous connaissez Christophe Castaner, ancien ministre de Macron, qui est président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos. Encore un port, tiens, hein, voilà. Vient d'être nommé, vous en avez sans doute entendu parler, conseiller environnemental et social
de l'entreprise chinoise Shein, marque de vêtements qui inonde le marché français. Alors chacun réfléchit, on crie au lobbying, peut-être même une volonté de faire obstruction à une loi favorable à l'environnement, c'est bien possible. On va observer et dénoncer cela si c'est le cas, mais voyons peut-être un peu plus loin. Castaner est président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos, et il a pour mission chez Shein de faire baisser le bilan carbone de l'entreprise. Et si Shein, tout simplement, au lieu de faire rouler sur la route des camions, faisait naviguer ses tissus sur le Rhône, ça ferait baisser sa taxe carbone, son empreinte carbone. Donc vous voyez, il y a deux indices. Donc d'abord, CMA, CGM, Castaner, Shein, et je ne vous parle pas du projet Modalor qui a été inauguré ces jours-ci dans le port de Sète, qui est une plateforme de multimodalité qui fait passer les containers de la mer sur le rail. Et donc, l'Ardoise étant aussi une gare ferroviaire, on pourrait faire du ferroutage, puisqu'il y a la ligne 7 Calais, et parfois, peut-être, à un arrêt à l'Ardoise, faire passer les containers de la voie ferrée sur le Rhône. Bref, il est temps de placer l'Ardoise sur la carte et travailler sérieusement à un couloir, à un corridor multimodal dans le Garaudannien. On ne croit pas au ferroutage, on est toujours dans les camions. Je n'arrive pas avec ma fiche là. Je fais comme Bayrou, je me suis trompé dans mes notes. Ah, voilà. Donc, au lieu de faire travailler l'agglo et le personnel et les élus sur un projet, le domaine de Brest, voilà, il convenait que là où tout a échoué, c'est-à-dire Ecofret et Jiffy, de travailler sérieusement à l'avenir du port de l'Ardoise. Donc vous voyez, on a des projets réalistes et structurants pour le territoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà été assez long, je vois que vous commencez à lorgner les bouteilles, donc voilà. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là, mais on a une réflexion, et voilà, et bon, c'est pas le tout de dire on va donner 100 € de plus au club de boule ou du foot, etc. Il faut des idées donc structurantes pour que notre territoire il se développe. On a vu avec le train, ça va se poursuivre, il faut voir avec la gare, il faut voir des projets comme ça. J'espère avoir démontré qu'il ne suffit pas de dire qu'on a de la bonne volonté pour être élu et que les liens entre les politiques nationales et les politiques locales sont importants. Et voilà pourquoi il faut des convictions. 2025 va être une année difficile au niveau social, malheureusement. Nous sommes inquiets pour de nombreux salariés du secteur car il n'y a pas de politique industrielle sérieuse en France. Orano démantèlement va disparaître à la fin de l'année 2025 et les salariés risquent d'en pâtir dans leur reconversion à Marcoule. Demeure l'erreur de l'abandon du prototype de réacteur de 4e génération dénommé Astrid, qui est une faute politique grave, que l'on soit pour ou contre le nucléaire d'ailleurs, car il aurait pu participer à la gestion des déchets, quoi qu'on pense du nucléaire, et ils seront là les déchets et pour longtemps. Le lot de consolation qu'on nous promet tarde à arriver, à savoir les petits réacteurs modulaires appelés SMR. Quand on a vu le temps qu'a pris la construction de l'EPR, on peut s'inquiéter sur les SMR. Là encore, c'est pareil, il faut juste regarder les dossiers. Le report du projet SMR d'EDF, qui s'appelait Neward, est encore une erreur stratégique industrielle grave. Il n'y a pas de volontarisme politique à ce sujet en France. Par contre, dans la Macronie, on rêve des start-up. Et nos élus locaux ne dérogent pas à la règle. Quand Chapelet, je cite encore Chapelet, on va croire qu'il m'empêche de dormir. Quand il dit « À mes yeux, le coup d'arrêt d'EDF, c'est une chance pour nous », cela laisse le champ libre au secteur privé et nombre de ces entreprises s'intéressent à Marcoule. Un ancien du CEA, il vante le secteur privé. On croit rêver. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas de gauche et qu'ils sont loin de là, lui, il est issu de cette industrie, de cette filière, et il dit que c'est très bien qu'EDF est abandonné et qu'on va avoir le privé. Jean-Christian Rey ne dit pas autre chose. On travaille sur le dossier de séduction. Il faut dire qu'ils sont séduisants, pour faire la démonstration auprès des start-up que nous avons ici de nombreux atouts. Vous vous rappelez, le slogan de Macron, c'était Start-up Nation. Voilà, la Start-up Nation, le slogan politique de Macron, il est bien récité par les élus du Garaudannien. Mais quelle est la réalité de ce dossier? En fait, il y a eu 11 start-up qui se sont positionnées sur le secteur des SMR. Pas toutes les citer, parce qu'elles ont toutes des anglicismes, des noms un peu bizarroïdes, mais les personnes sérieuses,
nous on n'écoute que les personnes sérieuses, hein, voilà, qui travaillent sur ce sujet, pensent que ceux qui sont capables d'aller au bout de ces projets sont à peine 2 ou 4. On est loin des 11. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce et il n'y a pas grand-chose de sérieux. Nucléo, hein, Nucléo, voilà, fait partie de ces 2 ou 4 qui seraient capables de monter le dossier. Et il laisse entendre qu'ils cherchent un terrain sur Marcoule. Donc je les entends déjà lundi au vœu dire « Vous allez voir, il va arriver Nucléo. » Voilà. Mais attention, ne soyons pas dupes. S'ils font une acquisition d'un terrain à Marcoule, on sera loin de la construction d'un réacteur. Ce sera peut-être juste un signe positif à destination des investisseurs pour faire une levée de fonds. En fait, c'est stratégique. Hein. On dit, ça y est, on a acheté le terrain, maintenant il faut que les boursicoteurs ils mettent des sous. Enfin, voilà. Donc c'est une stratégie pour amadouer les potentiels investisseurs et non une vraie politique industrielle. Donc vous voyez, le chemin est encore long et les luttes seront nombreuses. Donc j'ai parlé de Marcoule, je ne vais pas parler des autres sites où il y a d'autres inquiétudes, parce que j'ai déjà été long et j'en ai conscience. Donc je vais m'arrêter de parler, mais vous le voyez, 2025 est une année charnière qui va être difficile. Sans démagogie, les communistes du Gardanien, comme dans toute la France, avec réalisme et humilité, nous mettons notre énergie et nos compétences au service de tous. Mais nous avons besoin d'élargir notre audience et de mettre tout le monde en action. Nous étions nombreux en 2023 dans les rues pour défendre la retraite. Rappelez-vous, je le disais tout à l'heure, quand on ne sait plus le chiffre, on dit qu'on était 7000. Il y a eu encore quelques manifestations en 2024. Mais en 2025, le dossier est toujours sur la table. Vous avez tous entendu, comme moi, le discours de politique générale de François Bayrou. Voilà. Le dossier de retraite n'est pas enterré. Voilà. Donc, l'argent existe, on l'a dit tout à l'heure. Il faut juste aller le chercher dans les bonnes poches. Donc, chaque fois qu'on nous dit « c'est pas possible, les caisses sont vides, il y a le déficit, etc. », il ne faut pas les écouter. Voilà. D'accord ? Donc, Bayrou a réclamé un rapport de la Cour des comptes. Je ne me fais pas d'illusions sur le résultat du rapport qui dira qu'il faut faire des économies, etc. Donc, au moins, nous demandons d'être raisonnables et de nous serrer la ceinture encore une fois. Arrêtons de les croire. Il ne faut pas se résigner. Voilà. Dans le dossier de la retraite, on disait, bon, ils étaient au départ sur 65 ans. On a perdu, mais on a perdu en perdant moins que ce qu'on aurait dû perdre, puisqu'on avait dit, on a eu 64. Voilà. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on met sur la table? On dit 60. D'accord, donc tout est possible. Édouard Philippe, qui veut être président à la prochaine fois, il dit, lui, dans son programme, 67. Donc le programme de l'élection présidentielle la prochaine fois, ça sera de reculer encore. Donc nous, on est arrivé à maintenir que c'est toujours sur la table. Et Bayrou, il est coincé. Et nous pouvons gagner. On peut gagner des conquis sociaux. Il faut juste ne pas nous résigner. Donc il y aura une bataille à mener, politique, syndicale, voilà. Donc, je conclus, et je n'aurai qu'une phrase en conclusion. Mobilisons-nous en 2025, il y a tant à faire. Et merci pour votre patience.